Le téléphone cellulaire du chroniqueur de la presse, Patrick Lagacé, a été mis sous surveillance depuis janvier dernier. Le service de police de la Ville de Montréal souhaitait par cette méthode identifier certains enquêteurs du SPVM soupçonnés de fabriquer des preuves. La Fédération des journalistes du Québec est préoccupée par le mandat de surveillance qui ont été accordés, surtout qu'aucune accusation ne pesait contre Patrick Lagacé. Je suis présentement avec Éric Arsenault, chroniqueur à Rouge FM et enseignant en actualité en arts et technologies des médias au Cégep de Jonquière. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour, Thomas. Bonjour. Donc, M. Arsenault, est-ce que, selon vous, le mandat accordé par la juge était justifiable? Ça, on ne le sait pas encore et c'est bien ce qui suscite toutes sortes de commentaires parce que, d'abord, pour mettre un journaliste sous écoute électronique, il faut savoir que les journalistes ne sont pas au-dessus des lois, ça va de soi, mais il y a des précautions supplémentaires à prendre quand il s'agit de représentants des médias. Moi, ce que je vais être intéressé à savoir à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans le mandat qui a été présenté à la juge par les policiers, par les enquêteurs pour justifier. Est-ce que ces motifs-là apparaissaient effectivement suffisamment sérieux pour permettre de déroger à une règle sacro-sainte dans notre milieu, c'est que la confidentialité des sources journalistiques pour qu'elles soient protégées. Il ne faut pas que les journalistes soient mis sous écoute. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont surgir des mandats d'écoute électronique qui ont été présentés par les enquêteurs. Et selon vous, à partir de quand c'est justifiable d'émettre un tel mandat? Je pense qu'il va falloir être de plus en plus prudent. Le cas Patrick Lagacé est un cas qui, je pense, va faire école. Et j'espère qu'il ne fera pas école pour les mauvaises raisons. Puis on est en train de voir maintenant que d'autres journalistes ont été également placés sous enquête et sous écoute. Est-ce que ces journalistes-là, ça a été fait dans un cadre légal ou encore illégal? On peut même se poser des questions sur ce caractère-là. J'estime qu'il va falloir apporter des précisions sur justement les mandats d'écoute électronique qui sont demandés quand des journalistes sont visés. Parce qu'on ne peut pas se permettre, dans une société démocratique comme la nôtre, où la presse a joué un rôle si important, on ne peut pas se permettre que la confidentialité des sources soit remise en question ou qu'on tarisse les sources, si tant est qu'on puisse soupçonner que les journalistes sont sous écoute. Et dans toute cette histoire-là, qui sont réellement les perdants? Moi, je pense que les perdants, en fait, il y en a plusieurs des perdants là-dedans. Moi, je pense que, la communauté journalistique est perdante. Les journalistes d'enquête sont grandement perdants parce qu'ils dépendent beaucoup de ces sources confidentielles pour fonctionner. Moi, je pense que le grand public, en bout de ligne, est perdant parce que s'il n'y avait pas eu de journalisme d'enquête, il n'y aurait pas eu la commission Charbonneau. S'il n'y avait pas des journalistes qui avaient fouillé, qui avaient eu accès à des sources confidentielles, le scandale des commandites n'aurait jamais été déterré. S'il n'y avait pas eu une source confidentielle pour aiguiller deux journalistes du Washington Post dans les années 70, le Watergate n'aurait jamais éclaté. Quelque part, c'est le public en bout de ligne qui est perdant. Mais je pense aussi que ça risque de donner une très mauvaise image et au corps policier, mais également à la justice. Parce que depuis quelques jours, on le voit, les enquêteurs sont éclaboussés par ça, les services de police également. Même, on remet en question la pertinence par les juges d'émettre des mandats, on remet en question leur jugement. Moi, je pense qu'il y a des dommages considérables qui sont faits par toutes ces affaires-là. Est-ce que vous pensez que les sources vont être plus réticentes à parler aux journalistes à partir de maintenant? Dans un premier temps, j'en suis à peu près convaincu. Parce que actuellement, on ne sait pas le portrait de la situation. Depuis le début de la semaine, c'est une véritable boîte à surprises. Le cas de Patrick Lagacé a été révélé, mais au fil des jours suivants, on a appris que des journalistes du Journal de Montréal, que des journalistes de Radio-Canada, que les journalistes d'enquête ont été mis sous écoute. Ça va s'arrêter où, cette histoire-là? Et à partir du moment où on n'aura pas un portrait total, c'est à se demander si on l'aura un jour. Tant qu'on n'aura pas un portrait total, moi, je suis convaincu qu'il y a des sources qui vont devenir muettes en raison de tout ça. Et est-ce que c'est possible qu'une telle situation, je sais que c'est beaucoup une grosse ampleur, mais est-ce que c'est possible que ça se passe ici en région également? Bien, sincèrement, si ça se passe à Montréal, si ça se passe ailleurs dans le monde, je vois mal pourquoi ça ne pourrait pas se passer ailleurs. À un niveau aussi élevé, je ne sais pas, j'en suis pas convaincu, j'ai absolument aucune preuve pour étayer ça. Sauf qu'ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des journalistes d'enquête qui, des fois, ont embêté bien des gens. Est-ce que pour les faire taire, on n'aurait pas voulu à un moment donné ou tenter de mettre un terme à des fuites, parce qu'il y en a qui réussissent à permettre de lever le voile sur certains dossiers d'actualité? Est-ce que ces techniques-là n'ont pas pu être utilisées ici? Je me dis que c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Et on a souvent entendu parler d'une loi qui réglementerait les sources et les journalistes. Justement, le sénateur et ancien journaliste André Pratt a dit « Chaque fois qu'il y a un événement de la sorte qui se produit, l'idée est lancée, mais au bout du chemin, on l'abandonne. »
Donc, est-ce que vous pensez que ça serait le moment propice pour mettre la loi sur pied? Bien, si le moment-là n'est pas approprié, il n'y aura jamais de moment pour faire ça. Je pense que le moment, la situation, le contexte est tout à fait indiqué, d'autant plus que ça fait des années et des années que la communauté journalistique réclame une protection juridique supplémentaire pour ses activités. Parce que même si on dit que les sources journalistiques, par exemple, un journaliste n'est pas tenu de les dévoiler, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'appareil juridique, c'est-à-dire les lois, l'appareil législatif autour de ça, n'était pas aussi clair que ça. La Cour suprême a rendu un jugement, il y a de cela quelques années, dans l'affaire Daniel Leblanc avec le cas Machouette et le scandale des commandites. Mais la Cour suprême a dit que ce n'est pas un droit mur à mur. À chaque fois, il va falloir, au cas par cas, évaluer si un journaliste peut ne pas divulguer ses sources. Moi, je pense qu'il serait indiqué qu'une législation encadre de façon plus serrée tout ça, et notamment que les journalistes soient considérés, au même titre que les juges ou les avocats, dans les cas de mandat d'écoute ou de perquisition, considérés dans une classe à part pour éviter justement les dérapages auxquels on a connus ces derniers mois, ces dernières semaines. Et puis là, à chaque minute, il y a un nouveau nom de journaliste qui sort, qui a été épié par la SPVM. Est-ce que, notamment Marie-Maude Denis, Isabelle Richer, Alain Gravel, est-ce que vous êtes surpris de voir qu'il y a autant de journalistes qui ont été espionnés, si on veut? À partir du moment où l'affaire Lagacé est sortie sur la place publique, je me suis dit au départ étonné qu'il n'y en ait pas davantage de noms qui a été sorti. De voir tous ces noms-là étalés, ça ne me surprend pas du tout. Je trouve ça extraordinairement triste, je trouve ça extrêmement dangereux, mais quelque part, même dans la communauté journalistique, on avait des doutes et on se posait des questions sur ce genre de trucs-là. Là, ça vient d'éclater au grand jour. Désormais, il n'y a plus de doutes. C'est triste, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, M. Arsenault. Plaisir. J'étais en compagnie du chroniqueur et enseignant en actualité, Éric Arsenault. Donc, merci beaucoup, M. Arsenault. Quant à vous à la maison, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.